Mesdames, Messieurs, je voudrais commencer par remercier Dario Mantovani de m'avoir invité à participer à cette journée et surtout de m'avoir autorisé à partager mon intervention avec Florence Leray, parce que Florence prépare sous ma direction une thèse qui porte exactement sur l'objet de la question qui était posée, donc il me semblait préférable qu'elle puisse s'exprimer avec moi. Donc, nous allons présenter une communication à deux voix en abordant des questions, disons des thèmes semblables sur des registres différents, en essayant de suggérer des rapports entre des questions anciennes et contemporaines. Donc je suis médiéviste, je présenterai d'abord quelques éléments sur la prophétie médiévale, à la fois la pratique et la théorie de la prophétie, qui peuvent avoir une certaine pertinence pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, et Florence se tournera vers des questions écologiques contemporaines. Alors je vais faire une première observation pour commencer qui, pas tout à fait un hasard, rejoint exactement le dernier point d'Hervé Letreut sur cette question de la connaissance que nous avons de l'avenir. Contrairement à ce que pensait Augustin, l'avenir n'est pas uniquement une disposition de l'âme dans le présent qui s'attend à quelque chose. Nous savons beaucoup de choses du futur, nous en savons énormément. Et en réalité, c'est un point commun à toutes les sciences sociales aussi bien que les sciences de la matière, présupposent un certain mode d'existence du futur, de l'avenir. Il y a tout simplement des déterminismes de différents ordres, quelle que soit la discipline, en sociologie, en droit, notamment en droit. La normativité est un des éléments les plus structurants de l'avenir. Nous avons un programme aujourd'hui, nous savons que le programme va se dérouler à peu près tel qu'il est prévu. Donc nous connaissons l'agenda de la journée de ce point de vue-là. Il y a des déterminismes biologiques, chimiques, physiques, psychologiques, politiques, qui nous permettent de savoir beaucoup de choses d'un avenir certes qui n'est pas certain, hein, mais qui est connaissable et qui a une certaine forme d'existence déjà à peu près des niveaux de probabilité variables, mais dans le cas de l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère, il est totalement certain. On ne peut rien y faire et on doit faire avec un futur totalement prédéterminé. Il peut bien sûr être modifié par des éléments, des accidents contingents ou des actes volontaires, mais c'est la proportion le rapport entre ces deux dimensions du futur qui nous intéresse, et vous allez voir qu'elle est déjà présente dans les pensées anciennes du temps. Alors, deuxième point lié à cela, qui est sans doute moins couramment admis, mais qui me semble intéressant à prendre en compte, c'est le fait que de ce futur, on puisse avoir une connaissance intuitive. C'est quelque chose qui est peu connu, mais qui a pu être mis en évidence en laboratoire par des expériences sur les pressentiments du futur immédiat. Des expériences qui ont été proposées par Daryl Bem et largement répliquées, donc ce n'est pas un chercheur dans son coin, c'est quelque chose qui est connu. Un exemple frappant pour un médiéviste, pour un historien, dans les vies des saints au Moyen-Âge, très souvent, le saint connaît la date de sa mort, a le pressentiment de la date de sa mort 1 an, 2 ans, voire 5 ans à l'avance, et parfois pressent également le lieu de sa sépulture. Alors vous allez dire, ce n'est pas des données reproductibles en laboratoire, bien sûr, mais des données qu'on peut prendre au sérieux. Et si on se pose la question de quelle est la profondeur que peut atteindre ces pressentiments, cette précognition des événements futurs, si on regarde donc des prophéties, des annonces prophétiques qui ont été faites, dont on peut cadrer assez précisément le lieu, les circonstances de l'annonce et de vérifier leur réalisation, on arrive à des durées d'environ 20 ans, il y a quelques exemples autour de 20 ans, rarement plus, sur des questions indiscutables. Un élément important dans les expériences contemporaines qu'on peut observer et qui revient assez fréquemment, c'est un type de prémonition d'un accident à venir. Et bon, encore une fois, ce n'est pas des choses reproductibles dans le laboratoire, mais on a des témoignages assez récurrents de rêves prémonitoires d'un accident de voiture dont on se souvient en conduisant exactement avant d'arriver au virage fatal. C'est des prémonitions qui surgissent d'un seul coup pour avertir d'un danger imminent, et la prémonition permet d'éviter l'accident. Alors, je ne sais pas si c'est arrivé à quelqu'un parmi nous, si vous connaissez les gens à qui c'est arrivé, mais quand on est confronté à ce genre d'expérience, c'est assez frappant. Et c'est une modalité vraiment intéressante pour nous, de la pensée du futur, qui montre que le futur se révèle, se laisse connaître, afin de pouvoir être modifié. Et là, c'est un point absolument crucial, je pense, pour toute cette réflexion sur l'avenir. Si l'avenir est écrit, il peut se dévoiler pour qu'on puisse le modifier. Et c'est ça qui est au cœur de ce que je voudrais vous présenter.
Alors l'idée de ce futur connaissable et anticipable, et même parfois saisissable par l'intuition, peut vous sembler étrange. Ce n'est pas une façon habituelle de penser le temps, mais c'est vraiment l'élément commun de toutes les civilisations anciennes, ou même de beaucoup de civilisations, disons, éloignées, non modernes, qui connaissaient des modes de prédiction de l'avenir. Dans les mondes antiques, donc à Rome, en Grèce, en Chine, en Inde, on a des quantités, ou dans le monde babylonien, des quantités de modalités d'interprétation des signes, ce qu'on appelle les mantiques, hein, donc différentes façons d'interpréter des signes qui laissent présager l'avenir et qui sont très loin d'être absurdes. Et je pense que les climatologues doivent savoir qu'à certains signes, notamment de la végétation, des mouvements des animaux, on peut deviner des événements à venir. Hein, c'est pas du tout absurde que des signes dans le présent annoncent des événements à venir. Une autre forme, donc celle qui m'intéresse plus directement, c'est celle qui passe par une inspiration divine. Donc c'est au sens strict cela qu'on appelle prophétie. Hein, le prophète, c'est celui qui, par une inspiration divine, annonce quelque chose. Alors la prophétie, en général, est surtout une annonce qui ne contient pas nécessairement des prédictions très précises quant au futur. Même parfois, on a des prophéties qui n'ont aucun élément futur et qui sont simplement là pour rappeler des normes, rappeler des révélations divines déjà anciennes. Mais c'est cette connaissance du futur révélée qui constitue de la prophétie. Or, cette prophétie ne se livre jamais de façon nue, elle passe aussi par des signes. Parce qu'elle doit toujours s'énoncer dans un langage, et ce qu'on observe donc, dans les différentes traditions antiques ou juives chrétiennes, c'est que l'énonciation se fait sous une forme énigmatique, métaphorique. Hein, l'exemple de la Pythie de Delphes est ce que nous connaissons le mieux. Hein, le prophète, l'oracle, se révèle sous une forme qui doit être déchiffrée, qui n'est pas immédiatement compréhensible par tout le monde. Et toute la question, c'est si les choses ne se passent pas comme prévu, est-ce une erreur d'interprétation ou une fausse nouvelle? Donc il y a cet élément d'indétermination lié au travail herméneutique d'interprétation des signes du discours prophétique. Alors donc ces prophéties, pour en revenir donc à mon domaine propre, ont joué un rôle important en Occident, au Moyen-Âge, mais aussi à l'époque moderne. Le XVIe siècle est totalement prophétique. On ne peut rien comprendre à l'histoire du XVIe siècle sans prendre en compte les dimensions prophétiques qui animent, qui parcourent tous les conflits, les guerres de religion. Au Moyen-Âge, on a une date assez précise sur l'apparition, l'émergence d'un grand nombre de prophéties. C'est la fin du XIIe siècle, à un moment assez particulier, et où on constate de façon un peu étonnante la mise en circulation contemporaine de nouveaux oracles, nouveaux textes prophétiques, hein, mis en circulation sous les noms d'auteurs anciens, de Sibylle, de Merlin, etc., et qui émergent au moment même où se constituent les premières bureaucraties papales ou royales. Comme s'il y avait une sorte de concomitance entre ces deux phénomènes, qui est, à mon avis, un point vraiment important à creuser. Et alors le point sur lequel je serais en désaccord avec ce qu'a dit Thomas Romer, et qui est l'idée habituelle qu'on se fait du prophète selon Max Weber, le prophète serait quelqu'un d'isolé, de marginal, qui annonce des choses à contre-courant. En réalité, si on observe qui produit ces textes et qui les lit à l'époque, ce sont des personnalités tout à fait centrales, liées à la papauté. Hein, Joachim de Fiore, et donc un des plus grands prophètes médiévaux, travaillait pour le compte des papes, avait une commission, était commissionné par les papes pour écrire un commentaire de l'Apocalypse, et on comptait sur sa connaissance du futur. Et donc, on a quasiment toute une sorte de gouvernement de l'avenir qui se met en place, qui est complémentaire du gouvernement bureaucratique, hein, d'un mode de gouvernement bureaucratique. Et alors, si on pense qu'un des sujets principaux concerne la détermination du prochain pape, on comprend très bien que les cardinaux sont très friands de ces prophéties et veulent savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est un mode aussi de gestion politique pour la papauté ou pour l'Empire. Mais également, point important, les prophéties sont souvent des récits du passé proche. Hein, pour laisser accroire à la prophétie, on donne des éléments du passé proche en faisant penser que ça a été prédit depuis très longtemps. Depuis très longue date, les Sibylles ont annoncé des événements que tout le monde connaît et qui sont compréhensibles en filigrane dans la prophétie, avant de donner des éléments du futur proche. Or, cette modalité, si on comprend bien son fonctionnement et son intérêt, c'est surtout un mode de compréhension de l'histoire récente. Donc c'est une modalité de gestion de l'historicité, hein, c'est une façon de donner un sens à l'histoire récente en produisant des textes prophétiques qui indiquent aussi une orientation, qui donnent une signification aux événements en cours pour annoncer une suite, alors désirable ou non, c'est un peu ça la question.
Alors, sur les prophéties, elles sont très souvent invalidées par les faits. On a donc Joachim de Fior, dont je vous parlais, a une détermination absolument certaine de l'année 1260 comme date cruciale pour l'histoire à venir. Et tout le monde s'attend à ce qu'il se passe des événements en 1260. Et de fait, les prévisions précipitent une série d'événements qui ont lieu à ce moment-là en fonction des échéances annoncées. Et comme l'échéance n'a pas lieu, hein, on ne voit pas apparaître un âge nouveau précisément à ce moment-là, ou même plutôt la date clé est anticipée, on s'attendait à la mort de l'empereur Frédéric II pour 1260 et il meurt 10 ans plus tôt. Donc ce qui a créé un grand désarroi. Mais les prophéties ont une capacité à être réinvesties, remises en circulation en dépit d'une invalidation. Elles ont une force de résistance parce qu'elles donnent une structure mentale qui permet justement de donner forme au futur. De son côté, la théologie savante, la théologie scolastique, qui réfléchit sur les prophéties au Moyen-Âge, et notamment au XIIIe siècle, c'est un sujet très important, donne une autre explication à l'écart qu'il peut y avoir entre une prophétie et sa réalisation. Alors donc pour simplifier vraiment des débats très riches, très intéressants, très complexes, les différents auteurs essayent de concilier deux questions, deux dogmes qui sont absolument indispensables. D'un côté, Dieu connaît le futur de toute éternité. Il a créé le monde, il a tout créé depuis son éternité, donc il a un plan qu'il connaît et qui devrait être immuable. Or, de l'autre côté, Dieu est aussi tout-puissant et il peut à tout moment faire autre chose que ce qu'il a prévu. Donc c'est toute une discussion vraiment passionnante sur ce sujet. Et donc à tout moment, il peut changer ce qu'il a connu, hein, ce qu'il a prévu de tout temps, mais il peut également il laisse également une marge de manœuvre aux humains, puisque il faut qu'il y ait une place pour leur libre arbitre et que par leur libre arbitre, les humains puissent se déterminer également. Donc cet avenir qui est révélé aux prophètes n'est pas immuable, il n'est immuable que dans ses grandes lignes. Il est donc nécessaire qu'il y ait un antéchrist, il est nécessaire qu'après la chute de l'antéchrist vienne le jugement dernier, mais les dates sont fluctuantes et les humains peuvent éventuellement anticiper par leurs actions, susciter la miséricorde divine pour retarder les échéances ou au contraire être punis. Voilà. Donc ce futur annoncé est à la fois connu et mouvant. Ils produisent des mouvements, alors souvent pénitentiels, donc ça, il y a un aspect disons, triste et plutôt négatif dans la prophétie, mais dans certains cas, et je voudrais juste m'arrêter sur ce point, des prophéties annoncent un état futur positif. Et précisément, donc, dans les disciples de Joachim de Fior, les Joachimites, réfléchissent à l'avenir après la chute de l'Antéchrist et imaginent que cet âge, qui sera l'âge de l'esprit, ça c'est l'invention de Joachim, cet âge de l'esprit aura, pour avoir une durée très longue, éventuellement une durée d'un millénaire, hein, donc ce qu'on appelle le millénarisme, donc un courant qui se développe fin XIIIe, XIVe siècle, en imaginant ce que sera le monde après la chute de l'Antéchrist, donc un monde qui reviendra à sa pureté originelle, un monde positif. Hein, c'est pas des utopies au sens strict, hein, c'est parce qu'on est vraiment dans une projection temporelle. Et dans certains cas, nous avons des groupes dissidents qui ont mis en œuvre, qui ont vécu ce temps de l'après Antéchrist. Un des cas les plus célèbres que Dario connaît certainement, c'est Fra Dolcino, qui est une figure très connue en Italie, beaucoup moins en France malheureusement, qui était le leader d'un petit groupe apocalyptique et qui, au tout début du XIVe siècle, a organisé dans un petit territoire, dans une vallée du Piémont pendant quelques années, la vie après l'Antéchrist, la vie des temps nouveaux de l'âge de l'esprit, avec une abolition complète de toutes les hiérarchies ecclésiastiques et féodales. Donc un moment de liberté qui a duré quelques années avant d'être complètement écrasé par les armées de l'évêque de Versailles, mais ça donne une idée de cette idée de ce que pourrait être un temps positif. Alors, pour donner la parole à Florence, je voudrais conclure un tableau très très rapide par une remarque épistémologique intéressante, en revenant à Thomas d'Aquin, qui est l'un des principaux théologiens qui réfléchit à la prophétie. Dans ses questions de veritate, sur la vérité, il y a une question sur la prophétie, et parmi les différents points évoqués, il soulève une observation, il fait une observation assez intéressante. Il se demande sur quoi porte la prophétie. Et il dit évidemment la prophétie doit porter en premier lieu sur des questions qui sont utiles au bien de l'âme, au salut de l'âme et utiles au bien de l'Église, au bien commun. C'est important aussi cette idée. Mais il admet qu'à titre secondaire, les prophéties puissent porter sur des sujets qui sont démontrables par les sciences, mais qui ne sont pas accessibles à tout le monde, que seuls les experts, les savants,
peuvent connaître, ceux qui maîtrisent la philosophie peuvent connaître les résultats de déduction philosophique dont la prophétie pourrait rendre également compte en mettant à la portée de tous un savoir difficile d'accès. Ce qui est une suggestion que pour passer la balle à Florence, c'est des vérités scientifiques difficiles à admettre et à comprendre en dehors du monde savant pourraient être reçues plus efficacement sous une forme narrative et prophétique. Et c'est peut-être ça dont on a besoin. Voilà. Merci beaucoup Sylvain. Alors, en effet, en ce qui concerne la crise écologique, les prévisions dont Hervé Le Treut a dressé le tableau peinent manifestement à produire une inflexion dans les politiques menées, comme en a fait récemment le constat la Haute Autorité environnementale en France. Alors en effet, depuis la publication du rapport Meadows, il y a 50 ans, les prévisions les plus choquantes ont souvent été dénigrées en tant que prophéties apocalyptiques. La crainte de choquer, de passer pour des oiseaux de mauvais augure, peut conduire à passer sous silence les pires scénarios, alors qu'il faudrait peut-être au contraire assumer leur caractère prophétique. Ainsi, en septembre 2019, des laboratoires français, dont le Centre national de recherche météorologique ou l'Institut Pierre-Simon Laplace, impliqués dans l'harmonisation de modèles climatiques mondiaux dans le cadre du projet CMIP6 pour projet d'intercomparaison des modèles couplés, ont publié un rapport très édifiant. Selon ce rapport, en effet, une croissance économique rapide, alimentée par les énergies fossiles, pourrait conduire à une hausse de la température moyenne mondiale, par rapport à l'ère industrielle, comme vous le savez, de 7 degrés d'ici 2100. Alors, que signifie un monde à plus 7 degrés? Cela signifie pour la France, par exemple, des canicules qui dureraient tout l'été, c'est-à-dire 3 mois, entre 2 et 3 mois. Des températures avoisinant les 50 degrés, comme ce qui est le cas actuellement au Pakistan. Les sécheresses seraient longues et étendues. La Garonne, par exemple, pourrait être à sec pendant plusieurs mois dès 2070. Les pratiques agricoles seraient fortement remises en cause et les feux de forêt se multiplieraient. Dès 2080, l'Arctique pourrait perdre sa banquise pendant l'été. Le niveau de la mer pourrait augmenter de plus de 10 mètres, submergeant de nombreux États insulaires, ainsi que des villes côtières, poussant ainsi à l'exode des millions de personnes. Bref, ce serait l'apocalypse. Alors, ces données ont alimenté les travaux de la première partie du 6e rapport du GIEC, publié en août 2021, dans lequel, il est vrai, le pire scénario a été revu à la baisse, à hauteur de plus 4 degrés d'ici 2100. Une hausse des températures que nous atteindrons si nous continuons à nous comporter ainsi, le fameux business as usual, et un monde qui présage, donc cela présage d'un monde tout aussi terrifiant, ne nous voilons pas la face, que dans un monde à un scénario à plus 7 degrés. Alors ces scénarios du pire ont-ils une vertu pédagogique? Autrement dit, y a-t-il une heuristique de la peur? C'est ce que croit Hans Jonas, comme il explique dans le principe responsabilité, publié en 1979. En effet, dit-il, la peur est un moyen de prévenir un mal futur en imaginant sa réalisation. L'heuristique de la peur est ainsi à la fois rationnelle et de l'ordre du sentiment. Rationnelle car elle fait appel à l'intelligence afin d'évaluer les risques à venir et ses conséquences, et de l'ordre de l'émotion puisqu'elle prend sa source dans la peur, qui est l'émotion de l'anticipation par excellence. Toutefois, la peur est-elle véritablement efficace pour inciter à passer à l'action? Le problème, comme je l'explique dans mon livre « Le négationnisme du réchauffement climatique », est que la peur peut être paralysante lorsque la réalité est considérée comme trop angoissante, ce qui est ici le cas. Ainsi, un puissant mécanisme de refoulement se met en place et la réalité est niée. De fait, aujourd'hui, un Français sur 5 ne croit toujours pas au réchauffement climatique. Pourtant, la réalité est bien là. Le scénario le plus ambitieux proposé par le GIEC, en août 2021, celui où le réchauffement est limité à 1,5 degré d'ici 2100, n'a quasiment, il faut le dire, aucune chance de se réaliser.
En effet, cela supposerait dès aujourd'hui une diminution drastique des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Or, sa probabilité économique, sociale et politique est nulle. Tout notre espoir repose donc sur le second scénario du GIEC proposé en août 2021, le scénario à plus 2 degrés, qui éviterait d'aller vers un monde apocalyptique. La probabilité de ce second scénario est faible, mais pas nulle. Toutefois, pour qu'il ait une chance de se réaliser, il nécessite la mise en place dans les 8 ans à venir, au niveau mondial, des politiques très sévères de restriction de l'usage des énergies fossiles et l'instauration d'une politique climatique efficace. Alors, comment y parvenir, sachant que vivre dans un monde à plus 2 degrés signifie tout de même que nous allons devoir nous adapter à des bouleversements majeurs? Alors, peut-être faut-il miser sur le désir plutôt que sur la peur. En effet, à l'issue de plusieurs années d'ateliers menés avec mes étudiants à l'Université catholique de Lyon, autour d'un jeu de rôle que j'ai créé sur la ville résiliente d'ici 2100, j'ai constaté que le désir de maintenir sa ville en vie, le but du jeu, c'est de faire en sorte que leur ville ne s'effondre pas d'ici 2100, en dépit de différents fléaux inspirés des rapports du GIEC que je leur inflige. Donc, le désir de maintenir leur ville en vie conduit les équipes d'étudiants à 2 types de comportements, soit l'agressivité, soit la coopération. Ce qui relève en somme de l'instinct de survie. Chez certains étudiants, la charge émotionnelle a même pu s'avérer très forte. Pleurs, colère, exultation, revendication, voire révolution. Et demande de changer les règles du jeu aussi. Alors, ces manifestations émotionnelles intenses, qui sont liées à un désir de survie, m'ont rappelé à ce titre une méta-analyse sur le pressentiment publiée en 2012 dans la revue Frontiers in Psychology, qui a révélé que le corps anticipe spontanément la survenue d'événements provoquant une forte charge émotionnelle. En l'occurrence, les protocoles d'expérimentation ont été menés autour d'images violentes ou érotiques. Il y aurait donc un lien entre le vivant, l'organique, et la capacité inconsciente à anticiper l'avenir. Alors, pour rester dans ce registre du vivant, la nature est une grande source d'inspiration en matière de résilience, comme l'attestent notamment les multiples innovations de ces dernières années en matière de biomimétisme. Par ailleurs, la loi du plus fort n'est pas le seul modèle que la nature soumet à notre réflexion. Nombre d'espèces animales et végétales ont en effet misé sur les alliances, soit intra-règne, soit inter-règne, comme l'avait déjà observé Darwin en son temps. J'ai ainsi constaté que mes étudiants, dans le cadre des équipes gagnantes, étaient celles qui avaient noué des alliances avec d'autres villes. À ce titre, nous avons récemment découvert que l'effondrement soi-disant foudroyant de l'île de Pâques avait en réalité pris plus de temps que prévu, soit près de 300 ans, et ce grâce à de nombreuses alliances avec d'autres populations voisines, ainsi que grâce à de nombreuses innovations. Mais comment aider l'humanité à favoriser l'alliance plutôt que l'agressivité ? Alors, le principal ressort dont nous disposons tient sans doute au fait que la conscience morale est basée sur les émotions et notamment l'empathie. Voir à ce titre les travaux du neurobiologiste Antonio Damasio. En effet, une rationalité totalement désaffectée, le participe passé affecté étant ici entendu comme ému, donc une rationalité désaffectée serait monstrueuse. C'est pourquoi, à mon sens, un véritable changement civilisationnel ne pourra s'opérer qu'en entrant en résonance, en empathie, si vous voulez, avec le vivant, aujourd'hui, mais aussi demain. Nous devons en effet penser aux générations futures, comme le dit Hans Jonas, qui ont le droit de vivre sur une terre habitable. Ainsi, dès aujourd'hui, nous pouvons penser de nouvelles catégories qui incluent dans des ensembles écosystémiques hommes, plantes et animaux. Je vous renvoie à ce titre aux travaux de Philippe Descola. Penser le futur nécessite en effet de mettre en lien les champs disciplinaires
car l'évolution des écosystèmes naturels ne peut être décorrélée des questions de pauvreté, d'urbanisation, de modes de production d'énergie, de pratiques agricoles, etc. C'est-à-dire de notre manière d'habiter le monde. La question des inégalités est particulièrement importante. En effet, selon une étude scientifique publiée en 2014 dans le Elsevier Journal Ecological Economics, sous la houlette du mathématicien Safa Moteshari, une surexploitation des ressources naturelles combinée à une trop forte disparité entre riches et pauvres conduit à l'effondrement d'une civilisation. C'est ce que révèle le modèle appelé HANDI, pour Human and Natural Dynamics. Ainsi, selon ces chercheurs, dans le passé, plusieurs empires ont disparu à cause de l'aveuglement des élites qui, jusqu'au bout, se croyaient protégées et refusaient de réformer leur système de vivre ensemble. La collapsologie, exercice transdisciplinaire, a pour grand intérêt de prendre en compte l'ensemble de ces dimensions. L'une des questions qu'elle soulève concerne les effets de seuil. À partir de quel seuil critique un système peut-il s'effondrer? Il serait très intéressant, à mon sens, de se pencher sur ces travaux afin d'étudier, à l'inverse, les effets de seuil positifs. À partir de quel moment un système peut-il se restaurer? Cela permettrait de mettre en place des actions allant dans le sens de la résilience. Nous savons, par exemple, que si 25% de la population adoptent de nouveaux comportements sociaux, eh bien, alors ceux-ci vont se transformer en normes sociales. 25%, mesdames et messieurs. La vie sur Terre risque de devenir un enfer, alors que nous pourrions en faire un paradis, pour rester dans le champ eschatologique. C'est en ce sens que de nouveaux récits prophétiques positifs pourraient contribuer à accélérer une transition écologique juste et désirable pour tous, sous peine d'effondrement civilisationnel. Je vous remercie. Je n'ai pas fini. Pardon. Attends, ce n'est pas fini. Mais Sylvain va conclure. J'avais la conclusion. Oui, juste pour généraliser un tout petit peu plus le propos, il s'agit bien de dire que pour que les prévisions et les scénarios et les demandes d'ajustement puissent être suivis des faits, il nous semble nécessaire que les savants et les politiques assument une certaine fonction prophétique, c'est-à-dire sans cacher l'éventualité du pire. Le scénario à plus 7%, on n'en parle jamais, même à plus 4, on a peur, mais c'est nécessaire d'avoir en tête le pire pour, de l'autre côté, suggérer des voies qui permettent de se maintenir au sein des limites planétaires. C'est un autre concept qu'on n'a pas encore évoqué et qui est absolument crucial. On est en train de dépasser toutes ces limites et donc de se maintenir dans ces limites. Alors, quand on parle de prophétie, bien sûr, il ne s'agit pas de prophétie qui serait appuyée sur une révélation divine et encore moins qui serait produite sous des formes énigmatiques, à déchiffrer, etc. Le point crucial pour nous, c'est de dire un discours, une posture qui remplirait la même fonction mobilisatrice des énergies de changement que ce que pouvaient produire dans le passé, des prophètes, de mobilisatrice en vue d'une conversion. Et c'est ça l'élément que je retiendrai, disons, du parallèle avec le monde religieux médiéval, de conversion à une nouvelle conception de la place de l'humanité dans l'écosystème mondial. Influence et allusion aux réflexions de Philippe Descola, mais de beaucoup d'autres qui maintenant s'intéressent à repenser la place des humains au sein d'un écosystème dans leur relation avec le vivant, avec les animaux, les végétaux et l'ensemble des éléments composant l'écosystème planétaire. Et quand je parle de conversion, je suis en accord avec Dominique Bourg qui pense également que une transformation du rapport au monde ne peut se produire sans impliquer une dimension spirituelle. Spirituelle, pas forcément au sens religieux du terme, mais simplement au sens des valeurs. Et je pense que Hervé y incitait aussi également, et Dario aussi, c'est vraiment c'est mettre en avant de nouvelles valeurs, et c'est sans ce travail, cette conversion à de nouvelles valeurs, il n'y aura pas de changement technique probant. Or, cette conversion, à mon sens, se joue sur un point crucial. Il est impératif d'abandonner la référence à la croissance économique comme seule boussole de l'avenir collectif.
Ce qui a été le cas depuis les années 50. On a vu les courbes, le décrochage se produit dans les années 50. C'est le moment où l'économie prend le contrôle et où l'idée de croissance s'impose. Et l'objectif est la croissance. Et tant que l'objectif sera la croissance, ce sera une croissance économique qui se doublera d'une croissance des émissions de CO2. On ne sait pas faire autrement. Donc l'inversion des priorités, ce serait de concevoir les objectifs économiques comme étant subordonnés à d'autres objectifs supérieurs et au premier chef au maintien de la vie humaine sur Terre. Si j'ai évoqué tout à l'heure l'expérience de Dolcino, même s'il est assez sinistre, et Dolcino n'est pas un personnage très sympathique, hein, c'est un gourou sectaire, mais il suggère un point intéressant pour nos questions contemporaines, c'est un horizon qui me semble inévitable. Les nouvelles conditions climatiques dont nous sommes déjà témoins, hein, ce n'est pas quelque chose à venir, on est en plein dedans. Hein, il va faire 30 degrés aujourd'hui à Paris au mois de mai. Ces nouvelles conditions nous imposent d'aller vers un monde radicalement égalitaire qui impliquera l'abandon de nombreux privilèges. Quant au temps d'attente, pour prendre la question posée aujourd'hui, la posture prophétique que j'assume dans cette conclusion m'oblige à vous dire qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus une seconde à perdre, trop de temps a déjà été perdu, c'est maintenant que tout se joue. Hein, le prophète n'accorde aucun délai, la prophète vous dit convertissez-vous tout de suite. Voilà. Merci beaucoup.